Bienvenue sur Géopolitis. La Chine est en train de devenir ou de redevenir le gendarme de l'Asie. Petit à petit, elle prend ou reprend le contrôle de toute la zone Pacifique. À telle enseigne que l'on parle, en termes géopolitiques, de la nouvelle guerre du Pacifique. Face à face, l'Amérique, première puissance militaire mondiale, pour quelque temps encore, et la Chine, deuxième puissance militaire qui sera, dit-on, la première dans une prochaine décennie. Les spécialistes appellent ça un déplacement d'épicentre. Pendant des années, c'est la zone atlantique qui avait la vedette. À présent, c'est la zone Pacifique qui focalise les tensions et les rivalités entre les deux capitales, Pékin et Washington. Pourquoi? Mais parce que l'Amérique, en déclin relatif, entend y conserver sa prééminence et parce qu'elle veut à tout prix limiter les ambitions économiques et politiques de la Chine en pleine expansion. Géopolitis s'interroge sur ce double constat du Pacifique, une Amérique qui n'envisage pas d'y perdre sa place et une Chine qui entend y retrouver celle qui, historiquement, était la sienne. On n'a jamais autant parlé de la mer de Chine, une zone où le pouvoir chinois veut faire savoir qu'il est chez lui, que c'est sa zone d'influence, une zone économique de première importance. Prenons un exemple. Un rapport tout récent rédigé par Pékin révèle que dans ces zones maritimes dormiraient quelques 213 milliards de barils de pétrole. En gros, c'est l'équivalent de 80% des réserves de l'Arabie Saoudite. Quant au gaz naturel, les réserves seraient égales à 5 fois celles des États-Unis. On comprend mieux ainsi les enjeux de l'affrontement. En réalité, on parle de deux zones. D'abord, la mer de Chine orientale, entre Taïwan et le Japon, avec ces toutes petites îles devenues célèbres l'été dernier, les îles Senkaku, disent les Japonais, les îles Diaoyu, comme les appellent les Chinois. Confrontation maritime impressionnante, incident naval, plainte officielle et réflexes nationalistes exacerbés dans les deux pays. Mais il y a plus au sud, la mer de Chine méridionale avec là encore des îles, des îlots, des atolls, les îles Spratly, Paracel ou l'atoll de Scarborough, bref, des territoires revendiqués par les uns et par les autres. L'Indonésie, le Vietnam, Taïwan, la Malaisie, les Philippines. Tous ces pays dépendent de Pékin pour leur avenir économique. Mais tous font appel à l'autre puissance du Pacifique, l'Amérique, car ils ont plutôt historiquement peur de la Chine, de ses velléités de prépondérance régionale et surtout de sa puissance militaire, telle qu'elle s'affiche par exemple lors des grandes célébrations officielles comme ici le 60e anniversaire de la Révolution. Face à l'empire militaire chinois, voilà donc les Américains qui renforcent leur présence dans le Pacifique et multiplient les partenariats et alliances. La Chine, elle, y voit une attitude hostile. C'est une situation qui peut rappeler les temps de la guerre froide, mais à une grosse différence près. Entre les États-Unis et l'URSS, l'affrontement était d'abord idéologique. Cette fois, entre Washington et Pékin, la confrontation est d'abord et surtout d'ordre économique. C'est fait, la Chine a rejoint le club des rares pays dans le monde à pouvoir compter sur un porte-avions en activité. Le Liaoning, du nom de la province où il a été finalisé, est un bâtiment de 67 000 tonnes. Son baptême, tout récent, dans le port de Dalian, a donné lieu, en présence du président chinois, à une extraordinaire démonstration de force, quand bien même les capacités opérationnelles du porte-avions et surtout de sa flotte aérienne ne sont pas encore au meilleur niveau. Symbolique, donc, cet événement qui avait pour but d'affirmer les ambitions de la Chine. Ambition maritime, avec le lancement d'ici 3 ans de 3 autres porte-avions, fascinante armée chinoise qui comptait en 1949 5,5 millions d'hommes. C'était les débuts de l'armée populaire de libération. Réalisme oblige, les effectifs ont été réduits dans les années 70. On est passé à 4 millions de soldats, puis 3 millions 20 ans plus tard. Actuellement, l'APL mobilise 2 300 000 hommes. C'est la première armée mondiale en effectif. Au niveau technologique, les progrès ont été fulgurants. La Chine dispose d'avions intercepteurs de la 4e génération. On en a
plus que la Russie. Le pays, puissance nucléaire, est équipé d'une défense antiaérienne parmi les plus sophistiquées du monde, sans oublier ce qui donne des migraines tant aux spécialistes russes qu'à leurs collègues américains, sans oublier ces fameuses académies et écoles militaires chinoises qui reprennent à leur compte, en les adaptant aux réalités chinoises, tous les nouveaux concepts militaires étrangers. C'est un choix. Entre l'Atlantique et le Pacifique, les Américains ont opté pour le rééquilibrage. C'est dans le Pacifique que 60% des forces américaines seront bientôt concentrées, contre 50% actuellement, seront concernées par ce repositionnement stratégique, 6 porte-avions, ainsi que la majorité des croiseurs, destroyers et sous-marins. À terme, on pense que 285 bâtiments américains seront présents dans la zone d'ici 2020. Actuellement, les 2/3 des Marines américains sont déjà déployés dans cette région pacifique, notamment au Japon, 40 000 hommes, ou en Corée du Sud, avec 28 000 GIs. Des effectifs qui seront renforcés alors que les dernières forces américaines quittent l'Irak, tandis que d'autres entameront à la fin de cette année leur retrait d'Afghanistan. Par ailleurs, les États-Unis veulent poursuivre et renforcer leur politique de partenariat avec divers pays de la région. C'est le cas avec les alliés traditionnels, le Japon, l'Australie, mais aussi les anciens adversaires, comme le Vietnam. Dernière initiative américaine, développée lors du récent sommet de coopération économique Asie-Pacifique, un projet de zone de libre-échange réunissant 10 pays de la région, totalisant 1/3 du PIB mondial, les États-Unis, l'Australie, le Chili et le Japon, entre autres. Mais pas la Chine. L'invité de Géopolitis, Nicolas Zuffray, vous êtes sinologue, professeur à l'Université de Genève. Commençons tout de suite par des idées reçues. Est-ce qu'on a le droit de dire, au vu de ces images, que la Chine est un régime belliqueux avec des velléités guerrières? Est-ce qu'on a le droit de le dire, ça? Je dirais que non. L'histoire montre que la Chine a rarement été belliqueuse, que ce soit dans le temps long ou même dans le temps plus court, disons sur les deux derniers siècles. Je rappellerai qu'il est difficile de trouver un conflit hors de la sphère d'influence chinoise qui aurait été déclenché par la Chine, que ce soit contre des régimes de la région ou des régimes, encore moins des régimes occidentaux. Et même depuis 1949, c'est-à-dire depuis la fondation de la République populaire, la Chine a finalement été engagée dans assez peu de conflits. Il y a eu la Corée, il y a eu le Vietnam en 1979. Il n'y a pas eu grand-chose d'autre. Mais elle a le sentiment d'avoir été humiliée quand même. Oui, alors le sentiment d'humiliation, il est... Ça ne veut pas dire qu'on a envie de faire la guerre, mais on a envie de se défendre quand on a connu l'humiliation. Exactement, avec un esprit de revanche qui est peut-être quelque chose de nouveau aussi. C'est vrai que la Chine, depuis 1839, donc la défaite, enfin la guerre contre l'Angleterre, a connu un siècle catastrophique jusqu'en 1949, avec un ennemi principal, le Japon, ce qui explique aussi un certain nombre des circonstances actuelles. C'est un siècle d'humiliation, plus jamais ça. Ça explique d'une part que la Chine se considère comme ayant le droit d'avoir une armée forte et digne de ce nom. Ça explique aussi probablement une partie des gesticulations actuelles. Et comme vous le disiez, c'est sa sphère d'influence. Oui, il ne s'agit pas là pour la Chine d'aller loin ou dans l'Atlantique. C'est le Pacifique, c'est chez elle. Vous vous souvenez des missiles soviétiques à Cuba? Oui. Voilà. Comment ont réagi les États-Unis? Il faut s'imaginer qu'actuellement la Chine a, dans des distances tout à fait comparables, voire moindres, 3-4 fois Cuba. Vous avez des dizaines de milliers de soldats américains en Corée du Sud. La même chose au Japon. Vous avez les Philippines qui sont pas très très loin non plus, avec des bases américaines. Taïwan, il n'y a pas de base américaine, mais enfin c'est quand même aussi sous la coupe des... Enfin, il n'y a pas de missiles nucléaires directement pointés sur la Chine. Du moins, on ne le sait pas. Je ne pense pas, en tout cas on ne le sait pas, mais si on regarde la façade maritime chinoise, du point de vue chinois et pas d'un point de vue occidental, il y a quand même un peu les autorités chinoises, les militaires, les stratèges peuvent avoir quand même un sentiment d'enfermement pour les raisons que je viens d'indiquer. Toute cette façade est quand même dominée par les États-Unis avec leurs alliés donc dans la région. Alors d'où cette gesticulation militaire assez impressionnante, hein. Encore une fois, on a vu les images, voilà ce porte-avions. Alors vraiment, le monde entier est convié à l'inauguration de ce porte-avions, à la mise en service. Il y a un côté très démonstratif pour plaire à qui? Au peuple chinois, pour plaire à l'armée chinoise elle-même. Il faut contenter tout le monde. Il y a un côté démonstratif. Pour rassurer.
Il y a un côté démonstratif qui s'explique probablement par la volonté de montrer que la Chine est une puissance qui monte. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait évident, et puis ça correspond dans une certaine mesure à une réalité. Il y a probablement aussi une volonté de montrer que l'armée en tant que telle est puissante, et ça, c'est aussi un message qui est à destination interne. Pourquoi elle n'est pas si homogène que ça, cette armée ? D'abord, elle est tellement grande. L'armée elle est relativement homogène, mais elle est quand même secouée par toutes sortes de clivages. Le mot est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas de tensions. Alors vous avez les oppositions classiques entre armée de terre, armée de mer, etc. Ouais. Mais vous avez aussi en Chine, et ça c'est aussi quelque chose qui date de très très longtemps, vous avez des conflits ou des différences régionales, on va dire. C'est-à-dire que l'armée du Nord-Est, par exemple, n'aura pas tout à fait la même vision des choses voilà, vous avez ce type d'opposition. Parlons un peu de ce réflexe on va appeler ça un réflexe nationaliste. La Chine n'est pas la seule, mais on a le sentiment que ça agite beaucoup de gens en ce moment en Chine, c'est vrai? Et est-ce que ça a un lien avec cette remilitarisation ou ce redéploiement? Il n'y a pas de lien direct. Le nationalisme en tant que tel, ça existe au cœur de l'appareil communiste chinois qui se veut international, mais qui est en fait très nationaliste depuis les débuts. Mais c'est vrai que depuis 20-30 ans, on a l'impression que le nationalisme prend le champ, remplace l'idéologie. Plus grand monde aujourd'hui en Chine ne croit aux valeurs communistes. Ah bon, donc il y a une substitution. Il y a une sorte de substitution. On maintient le système. Exactement. Il y a une tentation de la part du régime de remplacer un certain nombre de valeurs communistes, on va dire ça, ou maoïstes. Un peu obsolètes, disons. Un peu obsolètes. Par du patriotisme, par du nationalisme. C'est quelque chose qui marche relativement bien, notamment dans la crise actuelle. Il reste en Chine, au sein d'une frange de la population, un sentiment anti-japonais assez fort. Et sur ce sentiment, le gouvernement peut thésauriser. Ça peut être dangereux aussi, parce que une fois que les gens sont dans la rue, on ne sait pas très bien où ils s'arrêtent. Mais c'est vrai que ça marche relativement bien. Et puis, on pourrait tout à fait imaginer qu'en période de crise économique grave, un gouvernement jusqu'au boutiste puisse oublier un petit peu le pragmatisme qui marque généralement la vie politique et économique chinoise depuis un certain nombre de décennies pour s'engager dans des entreprises très dangereuses. Est-ce qu'on a le droit de dire que dans 20 ans, la Chine est la première puissance militaire du monde ? Et si oui, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Je répondrai que non, pas en tout cas dans un délai aussi bref. Je rappelle qu'aujourd'hui, le budget militaire chinois, selon la fourchette haute, disons, c'est à peine un quart du budget militaire américain. Il faut, même si ça continuait au train actuel, c'est-à-dire que le budget se développe d'année en année, il faudrait quand même pas mal d'années pour rattraper les Américains. Et puis ensuite, il faudrait combler le retard dans l'accumulation des forces durant des décennies. L'armée chinoise, comme j'ai dit tout à l'heure, a un certain nombre de problèmes. À certains égards, ça reste une armée classique qui est pas forcément adaptée à des conflits modernes. Beaucoup d'officiers s'occupent d'autre chose que de stratégie militaire ou d'entraînement des troupes. Il y en a qui font du commerce, ils font des affaires. Et puis, ce sur quoi il faut insister, que c'est une armée qui n'a pas été engagée dans des conflits depuis très longtemps. Les Américains sont quasiment perpétuellement en guerre d'une façon ou d'une autre. Le dernier conflit d'une certaine importance où la Chine a été impliquée, c'est cette guerre du Vietnam dont je parlais tout à l'heure, en 1979. Donc ça fait quand même plus de 30 ans. Il y a là certainement aussi, au plan de l'expérience, un manque qu'il est difficile de combler comme ça par de l'entraînement. Merci Nicolas Dufray. Je rappelle que vous êtes sinologue, professeur à l'Université de Genève. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est un événement qui passe quasiment inaperçu. En 2012, pour la première fois, les dépenses militaires en Asie vont dépasser les dépenses militaires en Europe. C'est simple. En 10 ans, ces dépenses dans les pays d'Asie ont été multipliées par 2 et en Chine, c'est ce qui nous occupe, en 10 ans, elles ont été multipliées par 4. Les spécialistes ont fait un calcul savant et fort précis. En l'an 2000, les Chinois dépensaient $5 000 par an et par soldat. En 2011, toujours par an et par soldat, la dépense était de $23 000. Faites le calcul de ce que cela donne avec une armée de 2 200 000 hommes et femmes. Autre donnée géopolitique, il y a 7 ans,
L'événement, c'était que la Chine venait de dépasser le Japon quant au titre de premier budget militaire d'Asie. Aujourd'hui, la Chine est au 2e rang mondial, juste derrière les États-Unis, à ce rythme. Et c'est bien ce qui inquiète les États-Unis, lesquels mobilisent leurs alliés à ce rythme. En 2050, le budget de la défense chinois pourrait égaler celui de l'Amérique. Or, en matière militaire, ce n'est pas forcément dans l'égalité des forces que l'on assure l'équilibre du monde. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos questions à notre invité en vidéo: comment la Chine se réarme, des éléments de cartographie pour visualiser cette zone pacifique, vue du passé ou la vraie guerre du Pacifique il y a plus de 60 ans, les sites les plus informatifs, les possibilités de podcaster cette émission. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.